Alors bonjour, on continue le chapitre 2, les techniques de preuve mathématique. On a vu dans la première section la preuve directe et la preuve indirecte. Ce sont deux techniques pour montrer une implication P implique Q. La troisième technique qu'on va aller à travers aujourd'hui dans cette petite vidéo, c'est la notion d'une preuve par contradiction. Comme les autres techniques qu'on a vues, les deux autres qu'on a vues, chaque preuve mathématique, au moins dans ce cours, est basée sur un concept de logique propositionnelle qu'on a vu au chapitre 1. Alors, la preuve par contradiction consiste à faire la chose suivante. Imaginez qu'on veut montrer l'assertion Q. On vous donne une proposition Q, un théorème, une proposition, quelque chose comme ça, et on vous demande de montrer Q. Montrer cette proposition ou assertion. Alors, pour faire ça par contradiction, on suppose la négation de Q. On suppose que non Q est vrai. Donc, la négation de l'assertion qu'on va montrer, on suppose non Q. Si cette supposition mène à une contradiction F, je vous rappelle, une contradiction veut dire une formule qui est toujours fausse. Alors, supposons que non Q est vrai. Si ceci mène à une contradiction F, quelque chose et sa négation en même temps, une contradiction, alors c'est que là, on a montré cette implication. Donc, on a supposé non Q et on a montré une contradiction F. C'est-à-dire, si non Q, alors F, on a montré cette implication. Alright? Donc, cette implication est vraie. Maintenant, rappelez-vous que F est faux, c'est une contradiction, et l'implication est vraie. Pour que toute l'implication soit vraie, sachant que la conclusion est fausse, il faut que l'hypothèse non Q soit faux. Parce que si non Q était vrai, vrai implique faux, serait faux. Mais on a montré que ça c'est vrai. Donc non Q est faux et par suite Q est vrai. Alors bref, pour montrer une proposition Q, une assertion Q par contradiction, on suppose la négation, on suppose non Q. Si ceci mène à une contradiction, c'est-à-dire quelque chose et sa négation en même temps, alors c'est que notre supposition non Q était faux, c'est-à-dire Q est vrai. Alright? Donc, je fais pas mal d'exemples dans les lectures de Brightspace. Je vous invite à regarder tous ces exemples, à les comprendre. Voici deux autres rapidement. Alors, montrer qu'il n'existe pas deux entiers A et B, deux entiers A et B. Donc, deux entiers A et B tels que A au carré moins B au carré égale à 14. Alors, voici la proposition, voici l'assertion. Montrer qu'il n'existe pas deux entiers A et B tels que la différence de leur carré égale à 14. Okay? Comment je montre ce petit théorème? Je le montre par contradiction. Alors là, je suppose que le résultat n'est pas vrai. Alors, je suppose la contradiction. Alors, je dis ici, supposons que des tels entiers existent. Alors, je veux montrer que ces deux entiers n'existent pas. Je suppose la négation. Je suppose que de tels entiers existent. C'est-à-dire, il existe deux entiers A et B tels que A au carré moins B au carré égale à 14. Je suppose ça pour une minute. Supposons la négation. Et voyons voir ceci mène à quoi. Alors, si je suppose ça, est-ce que ceci mène à une contradiction? Bon, voilà. Ça veut dire A au carré. Bon, rappelez-vous que A au carré moins B au carré, c'est A moins B, A plus B, doit être égal à 14. N'est-ce pas? La différence de deux carrés. Mais que veut dire A moins B fois A plus B égale à 14? Le produit, ça c'est un entier, ça c'est un entier, le produit est égal à 14. Il y a deux possibilités. Bon, bien sûr, ici, on suppose que les deux entiers sont positifs. Donc, l'exercice, on va spécifier ça. 14, il y a deux façons d'obtenir 14. 1 fois 14, c'est 14. Ou bien 2 fois 7, c'est 14. Il y a deux façons d'obtenir 14. 1 fois 14 ou bien 2 fois 7. Alors, pour que ce produit soit égal à 14, il y a deux possibilités. Soit que A moins B, le plus petit, égale à 1 et le plus grand est 14. Comme ça, j'obtiens 1 fois 14. Ou bien, la deuxième possibilité, le plus petit égale à 2 et le plus grand égale à 7. Il y a deux possibilités, n'est-ce pas? Pour que le produit soit égal à 14. Donc, dans le premier cas, si on ajoute l'équation I à l'équation 2I, ajouter ces deux équations ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? A plus A, ça fait 2A. Moins B plus B, c'est 0. Égale à 1 plus 14, qui est 15.
ça veut dire A égale à 15 demi. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que A et B sont deux entiers. On suppose que A et B sont deux entiers, et bien sûr, 15 demi n'est pas un entier, c'est un nombre rationnel. Donc ce cas mène à une contradiction. Dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de même ces deux équations, j'obtiens 2A moins B plus B c'est 0 égale à 9. Donc A égale à 9 demi. Ça c'est une contradiction. Parce que 9 demi n'est pas un entier. Donc, il y a deux cas possibles et dans les deux cas, j'ai obtenu une contradiction. D'où vient cette contradiction? Ça vient de la supposition que des tels entiers existent. On a supposé ça, on a obtenu une contradiction. C'est-à-dire notre supposition que de tels entiers existent n'était pas vraie, alors des tels entiers n'existent pas. Alright? Donc j'ai supposé la négation de l'assertion que je veux montrer et j'étais capable de montrer que ceci mène à une contradiction. Et donc, ceci veut dire que ma supposition était fausse et donc l'assertion est vraie. Un autre exemple, très classique en théorie des nombres, et c'est une preuve que c'était fait il y a des milliers d'années, depuis le temps des Grecs. Alors, un exemple ici, il existe, je vais l'écrire comme ça, il y a un nombre infini de nombres premiers. Donc le théorème dit qu'il y a un nombre infini de nombres premiers. L'ensemble des nombres premiers, c'est infini. Okay? Je vous rappelle qu'un nombre premier, un entier premier, c'est-à-dire c'est un entier qui n'est pas divisible que par 1 et par lui-même. Et 1 n'est pas considéré premier, donc les nombres premiers commencent à 2. Donc 2, 3, 5, 7, tous ces entiers sont des nombres premiers, sont divisibles seulement par 1 et eux-mêmes. Alright? Donc et le théorème dit qu'il y a une infinité de nombres premiers. Comment je montre qu'il y a une infinité de nombres premiers? On suppose la négation de cette assertion. Donc on suppose le contraire. On suppose qu'il y a un nombre fini. On suppose qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. Ok? S'il y a un nombre fini de nombres premiers, on peut les arranger. Donc là, on peut les écrire comme le premier nombre premier, le deuxième nombre premier, jusqu'au le dernier étant le plus grand. Alright? Donc voici la liste des nombres premiers. Si on suppose que la liste est finie, on suppose que la liste est finie et on forme cette liste. Donc il y a un nombre premier. Supposons qu'il y a exactement un nombre premier et on va montrer que cette supposition mène à une contradiction. Alors, si ça c'est vrai, on continue. D'où va venir la contradiction? Il faut faire quelque chose pour montrer la contradiction. Alors, on pose l'entier A égale P1 fois P2, etc., Pn. Je multiplie tous ces nombres entiers ensemble, multiplier ces entiers premiers ensemble, et ajouter 1. Et ajouter 1. Alright? Donc, ça c'est un entier. Le produit des entiers plus 1, c'est un entier. Ok? Jusqu'à date, on n'a pas de contradiction. Alors ici, chaque entier est divisible au moins par un nombre premier. Pensez à ça. Hein? Chaque entier que je vous donne, disons 14, est divisé par... Il y a un diviseur premier de chaque entier. 14 est divisible par 2 et 2 est un nombre premier. Tout entier a un diviseur premier. Donc ici, A a un diviseur premier. Chaque entier a un diviseur premier. En particulier, cet entier a un diviseur premier. Mais les diviseurs premiers, les entiers premiers, les voilà. Il n'y en a pas beaucoup, de P1 jusqu'à Pn. Alors, on suppose qu'un de ces Pi divise l'entier A. Alors, regardez, chaque entier est divisible par au moins un nombre premier. Ça, c'est un résultat qui est connu. Ou bien, chaque entier admet au moins un diviseur premier. Donc, ça, c'est un entier. A est un entier. Et donc, A admet un diviseur premier, mais les entiers premiers, les voilà, il y a un nombre limité de ces premiers. On suppose que Pi, peut-être P1, P2, P3, je ne sais pas c'est quoi l'indice ici, un de ces entiers premiers est un diviseur de A. Alors, dans ce cas, je peux dire,
je peux dire la chose suivante, je peux dire que A égale, donc ici je peux écrire A comme étant alpha fois PI, n'est-ce pas? Comme A est un multiple de PI, ou bien PI divise A, je peux écrire A égale alpha PI pour un certain entier alpha. Donc cette équation devient alpha fois PI égale P1, P2, etc., Pn plus 1. J'ai remplacé A par alpha PI. Mais rappelez-vous que PI, l'entier PI, le premier PI, est un de ces entiers ici. Ça appartient à ce produit. Donc là, je peux dire ici, dans ce cas, que je peux ramener tout ça à gauche et voir PI, facteur 2, alpha, moins P1, P2, jusqu'à PI moins 1, PI plus 1, et Pn égale à 1. Alright? Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai ramené ce produit à gauche de l'égalité, et j'ai pris le PI en facteur. Le PI se trouve dans ce produit. Ça, c'est un de ces éléments premiers. Donc, il y a un PI ici, il y a un PI qui se trouve dans ce produit. Lorsque je ramène ce produit à gauche, je peux factoriser un PI. Je peux factoriser un PI ici, un PI là. Regardez qu'est-ce qui reste alors dans le produit. Donc, dans le produit, si je prends le PI à l'extérieur, ici, il reste alpha, et ici, j'enlève le PI. Donc, je fais P1, P2, j'arrive à PI moins 1, ici. Et là, au lieu d'aller à PI, j'écris le PI à l'extérieur. L'entier suivant, c'est PI plus 1 jusqu'au PN. Alright? Et donc, cette équation va me dire que si je divise par PI à gauche et à droite, divisé par PI à gauche et à droite, l'équation devient alpha moins P1 fois P2, etc. PI moins 1, PI plus 1. Remarquez qu'il n'y a pas un PI ici, etc. PI, donc je divisé par PI, divisé à droite ici par PI, 1 sur PI. Là, je divisé à gauche et à droite par PI, j'obtiens ça. Mais jusqu'à date, où la contradiction? Est-ce que vous voyez la contradiction? Rappelez-vous qu'on doit obtenir une contradiction pour que notre argument fonctionne. Ça, c'est un entier. Ça, c'est un entier, parce que ici, alpha est un entier, et chacun de ces PI est un entier, donc ça, c'est un entier. Mais lui n'est pas un entier. Parce que c'est 1 sur un nombre premier. Le premier nombre premier, c'est 2. Donc ça, c'est sûrement, n'est pas un entier, c'est un nombre rationnel. Donc, un entier égale non entier. OK? Donc ça, c'est une contradiction. Right? Donc, un entier à gauche qui est égal à un nombre qui n'est pas un entier à droite. C'est pas possible. C'est une contradiction. Alors, d'où vient cette contradiction? Si on monte en haut, cette contradiction est venue de la supposition que qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. Donc, si on suppose qu'il y a un nombre fini de nombres premiers, ceci mène à une contradiction. Donc, on conclut que notre supposition était fausse. Donc, il n'y a pas un nombre fini des nombres premiers. Voilà la preuve. Donc, ça, c'est la preuve par contradiction. Si on veut montrer l'assertion Q, on suppose la négation non Q et on montre que ceci mène à une contradiction. Si je peux faire ça, c'est que non Q était fausse, donc Q est vrai. Et ici, la deuxième technique qu'on va parler dans cette vidéo, c'est preuve cas par cas, ou bien par séparation des cas. Preuve par séparation des cas. Ça, c'est une technique assez importante que j'ai utilisée moi-même dans plusieurs preuves. Séparation des cas ou bien preuve cas par cas. Alors, regardez, l'idée est très simple. Si je vous dis, s'il pleut demain, je vais aller pêcher. Et s'il ne pleut pas demain, je vais aller pêcher. Excusez-moi. Alright? Donc, s'il pleut demain, je vais aller pêcher. Et s'il ne pleut pas demain, je vais aller pêcher. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut clairement que je vais aller pêcher de toute façon, n'est-ce pas? Donc, d'où vient cette conclusion? Cette conclusion vient parce qu'il y a seulement 2 cas possibles. Il va pleuvoir demain ou il ne va pas pleuvoir demain, n'est-ce pas? Ce sont les 2 cas possibles. Dans chacun de ces 2 cas, j'ai montré que je vais aller pêcher. Je dis que je vais aller pêcher. Donc, je conclus que je vais aller pêcher. Ça, c'est exactement l'idée d'une preuve par séparation des cas. Donc, pour montrer une proposition Q,
pour montrer une proposition Q, on montre Q dans tous les cas possibles. Bon, les cas possibles, ça dépend du problème en question. Hein. Il n'y a pas des cas possibles généraux. Donc, je regarde le contexte de la question et je montre que la proposition Q est vraie dans chaque cas possible. Si je peux faire ça, alors la proposition Q est toujours vraie. Right? Il y a une raison logique derrière cet argument que j'ai expliqué dans la lecture dans Brightspace, mais tout ce que vous avez à savoir ici, c'est que pour montrer une proposition Q, on montre cette proposition Q dans tous les cas possibles, selon le contexte du problème. Alors, regardez comment ça marche. Par exemple, montrer que je veux un exemple ici. 3n carré plus n plus 14 est pair pour tout entier n. Right? Donc le théorème, la proposition dit que l'expression 3n carré plus n plus 14 nous donne un entier qui est toujours pair, quel que soit l'entier n. Quel que soit cet entier n, 3n carré plus n plus 14 est toujours pair. Comment je montre cette proposition? Bon, alors là, la solution c'est comme ça, je dis, ok, soit n, un entier positif ou non négatif, soit n un entier. Alors, je vais montrer que 3n carré plus n plus 14 est pair. Bon, si je prends un entier n, il y a deux possibilités, il y a deux cas. Cas 1, l'entier n est pair. Et cas 2, l'entier n est impair. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Non. Donc, il y a deux cas possibles. Donc, je prends un entier n arbitraire. Il y a deux cas possibles pour cet entier. Soit qu'il est pair, soit qu'il est impair. Alors, si je peux montrer que 3n carré plus n plus 14, il est pair dans les deux cas, hein, ce sont les deux cas possibles, donc il va être toujours vrai. Hein. Bon, alors, si n est pair, ça veut dire que n égale 2k. Rappelez-vous qu'un entier pair s'écrit toujours comme 2 fois k. Notre but, c'est de montrer cette proposition. Alors, que devient 3n carré? 3n carré plus n plus 14 dans ce cas. Alors là, 3 fois n carré, ce serait 2k au carré, plus n qui est 2k, et plus 14. Et ça, je l'écris comme, rappelez-vous que 2k au carré, ça fait 4k carré. Donc ici, il y a 12k carré, 12k carré, plus 2k plus 14. Et je regarde ça, je vois 2 fois quelque chose. Je peux prendre 2 en facteur. Donc 2 fois 6k carré, plus k, plus 7. Donc, dans ce cas, 3n carré plus n plus 14 égale 2 fois un certain entier. Mais que veut dire ça? Ça veut dire que cette expression est paire, parce que c'est 2 fois quelque chose. Donc, la proposition est vraie dans le premier cas possible. Right? On va montrer de même dans le deuxième cas. Ici, on suppose que n est impair, donc n s'écrit comme 2k plus 1. Et donc, 3n carré plus n plus 14 égale à quoi? Alright? Ça, c'est égal à 3 fois n qui est 2k plus 1, donc au carré, plus n qui est 2k plus 1, et plus 14. Et ça, c'est égal. Si je développe lui, donc 2k au carré, ça fait 4k au carré, fois 3, ça fait 12k au carré. Ensuite, plus 4k, fois 3, ça fait 12k. Plus 1 au carré qui est 1 fois 3, ça fait 3. Et plus 2k plus 1. 1 plus 14, ça fait 15. 1 plus 14, ça fait 15. Et finalement, je termine ici. Et cette expression, alors, je l'écris. Donc, remarquez que 3 plus 15, ça fait 18. Donc, je peux prendre 2 en facteur. Ici, il reste 6k carré. Ici, il reste 6k. Et ça, 6k, en fait, 12k plus 2k, ça fait 14k. Donc, ici, je prends le 2 en facteur, il reste 7k. Et 3 plus 15, ça fait 18. Je prends le 2 en facteur, il reste 9.
quelle est la conclusion? C'est 2 fois quelque chose, n'est-ce pas? 2 fois quelque chose est toujours pair. Qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré alors que 3n carré plus n plus 14 est aussi pair dans ce cas. Donc regardez, bref, j'ai pris un entier n quelconque, il y a 2 possibilités. n est pair ou n est impair, n'est-ce pas? Si n est pair, cette expression est paire. Si n est impair, cette expression est aussi paire. Donc, je peux conclure que cette expression va être toujours paire. Right? Et voici la preuve du théorème. Un dernier exemple des séparations des cas. Encore une fois, c'est important que vous allez à travers les exemples dans le cours et de faire tant d'exemples, tant d'exercices que possible. J'ai mis pas mal d'exemples, amplement d'exemples pour vous à pratiquer. Un dernier exemple, montrer que je ne sais pas, x, valeur absolue de x moins 2, plus valeur absolue de x plus 4 est plus grand ou égal à 6, quel que soit x nombre réel. Alors le A renversé, comme vous voyez, ce symbole veut dire quel que soit. Quel que soit. Habituez-vous à cette notation. Donc, dans ce théorème, je vous demande de montrer que la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x plus 4 est toujours supérieure ou égale à 6, quel que soit le nombre réel x que vous allez prendre. Ça, c'est un résultat qu'on doit montrer par séparation des cas. Alors ici, je dis soit x un nombre réel, quelconque. Regardez, le truc ici, c'est de vous dire comment procéder dans ce genre de questions. X moins 2 égale à 0. Quand est-ce que x moins 2 est 0? Lorsque x égale à 2. Ce sont les points critiques ici. Et quand est-ce que x plus 4 égale à 0? C'est lorsque x égale à moins 4. Donc, dans ce genre de questions, c'est important de savoir quels sont les points critiques, les points qui annulent les valeurs absolues. Je vous suggère de réviser un peu les propriétés des valeurs absolues. Ce sont des choses importantes à savoir. Donc, il y a 2 points critiques, x égale à 2, x égale à moins 4. Alright? Donc, si je prends un nombre arbitraire x dans R, un nombre réel arbitraire, il y a 3 possibilités. Voici les nombres, donc ici il y a le moins 4, voici le moins 4, voici le 2 sur l'axe de réel, sur la droite réelle. Si je prends un nombre réel x quelconque, il y a 3 cas. Soit que x est ici, ou x est entre moins 4 et 2, ou x est supérieur à 2. N'est-ce pas? Donc pour n'importe quel nombre réel, soit qu'il est à gauche de moins 4, soit qu'il est entre moins 4 et 2, ou soit qu'il est supérieur à 2. Donc, il y a 3 cas possibles, et ces nombres-là, moins 4 et 2, ne sont pas venus aléatoirement, ce sont venus du fait que ça est égal à 0 et ça c'est égal à 0. Alright? Donc, on va procéder par séparation des cas, c'est-à-dire on va regarder les 3 cas possibles, x inférieur ou égal à moins 4, x entre moins 4 et 2, et puis x est supérieur à 2. Et dans chacun de ces cas, on va montrer cette inégalité. Donc, le cas 1, on suppose ici que x est inférieur ou égal à moins 4. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment il est x moins 2? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors, prenez une valeur x inférieure ou égale à moins 4. Disons moins 5. Remplacez x par moins 5. Moins 5 moins 2, c'est négatif. Donc, cette quantité est négative. X moins 2 est négatif. Et comment est cette expression? X plus 4. Encore une fois, prenez une valeur inférieure à moins 4, c'est-à-dire moins 5. Remplacez x par moins 5, vous trouvez quelque chose de négatif. Alright? Donc, les deux expressions sont négatives. Les deux expressions sont négatives. Alors, qu'est-ce que je peux dire de leur valeur absolue? X moins 2 plus x plus 4. Comment je peux enlever les valeurs absolues dans ce cas? Tout dépend du signe de la quantité à l'intérieur. Si la quantité à l'intérieur est négative, j'enlève les valeurs absolues en mettant un signe moins devant. Cette quantité, elle est négative, donc pour enlever les valeurs absolues, je mets un signe moins devant. Plus. Donc cette quantité maintenant, dans ce cas, elle est aussi négative. Donc sa valeur absolue, c'est moins cette quantité. Moins x plus 4. Regardez par exemple, c'est quoi la valeur absolue de moins 2? Comme moins 2 est négatif, alors la valeur absolue, c'est moins cette quantité, qui donne 2. N'est-ce pas? Donc, lorsque la quantité à l'intérieur de valeur absolue est négative, j'enlève les valeurs absolues, mais je mets un signe moins devant. Lorsque la quantité à l'intérieur de valeur absolue est positive, je peux enlever les valeurs absolues sans changer la quantité.
Alright? Donc là, qu'est-ce qu'on obtient ici? Moins x, ça fait moins 2x. Ici, plus 2, moins 4, ça fait moins 2. Plus 2, moins 4, ça fait moins 2. Alright. Mais notre but, c'est de montrer qu'elle est supérieure ou égale à 6. Comment je termine? Je continue ici. Mon but, c'est de montrer que ce que j'obtiens ici est supérieur ou égal à 6. C'est ce que je veux montrer. Alors, je n'ai pas montré ça encore. Mais, rappelez-vous que dans ce cas, x est inférieur ou égal à moins 4. N'est-ce pas? On est dans ce cas. Multiplié par moins 2. Lorsque je multiplie par moins 2, je change le signe de l'inégalité. Multiplié par moins 2 ici, ça devient 8. Ensuite, on va soustraire 2 de deux côtés. Donc, moins 2x moins 2, ça va être 8 moins 2 qui est 6. Et voilà, la propriété est montrée dans ce cas. Donc, j'ai montré que moins 2x moins 2 est supérieur ou égal à 6. Mais moins 2x moins 2, c'est justement la somme de ces deux valeurs absolues. Alright? Au lieu de répéter ça, faisons le cas 2. Le cas 2, c'est lorsque x entre moins 4 et 2. Donc, le cas 2. Donc, la propriété est vraie dans le cas 1. La deuxième possibilité, x est maintenant entre moins 4 et 2. Pourquoi je n'ai pas inclus inférieur ou égal ici? Parce que j'ai traité le cas x égale à moins 4 dans le cas 1. N'est-ce pas? Dans le cas 1, on a supposé que x est inférieur ou égal à moins 4. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette quantité x moins 2 et qu'est-ce qu'on peut dire de x plus 4? Alors, prenez une valeur entre moins 4 et 2, disons 0. Remplacez x par 0 ici. Cette quantité est négative. Donc, dans ce cas, x moins 2 est négatif. Et remplacez x par 0 ici, vous trouvez que x plus 4 est positif, n'est-ce pas? Donc, si je prends une valeur x entre moins 4 et 2, x moins 2 est négatif, x plus 4 est positif, n'est-ce pas? Donc, alors là, qu'est-ce que je peux dire? Quelle est la somme des valeurs absolues ici? X plus 2 plus x plus 4. Je sais dans ce cas que cette quantité est négative. Donc j'enlève les valeurs absolues, mais je mets un signe moins devant. Je sais que cette quantité, elle est positive dans ce cas. Je peux enlever les valeurs absolues sans aucun problème. Mon but, c'est toujours de montrer que ce que j'obtiens ici est supérieur ou égal à 6. Regardez qu'est-ce que j'obtiens. Moins x plus x, c'est 0. Moins 2, ça fait 2. 2 plus 4 égale à 6. Et bien sûr, 6 est supérieur ou égal à 6. Donc la propriété est vraie dans ce cas. Right? Et le dernier cas possible, pour ce x que j'ai pris, un nombre réel arbitraire, x. Le troisième cas possible, c'est lorsque x est supérieur strictement à 2. Pourquoi strictement à 2? Parce que j'ai pris le cas x égale à 2 dans le cas précédent. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire de ces quantités à l'intérieur des valeurs absolues? Prenez une valeur plus grande que 2, disons 3. Remplacez x par 3, x moins 2 est positif. Et même chose, x plus 4 est positif. Donc les deux quantités sont positives. Alors je reviens à cette expression. La valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x plus 4, ça c'est égal. Je sais que les deux quantités sont positives. Je peux enlever la valeur absolue. Je peux enlever la valeur absolue ici. Alors il me reste 2x plus 2. 2x plus 2. 2x plus 2. Je veux montrer que ça, c'est supérieur ou égal à 6. C'est ça mon but. Mais n'oubliez pas qu'on est dans ce cas. X est supérieur à 2. Alors vous écrivez, mais x supérieur à 2 veut dire 2x multiplié par 2, par plus 2. Je ne change pas les inégalités. Donc 2x est supérieur à 4. Donc 2x plus 2 est supérieur à 6. J'ajoute 2 de deux côtés, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est vrai. Voilà. Donc j'ai montré l'inégalité. Donc, j'ai pris un x arbitraire, un nombre réel arbitraire. Il y a trois possibilités. Soit que x est à gauche de moins 4, ou il est entre moins 4 et 2, ou il est supérieur à 2. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans chacun de ces cas, j'étais capable de montrer cette inégalité. Donc cette inégalité est toujours vraie. Donc ça, c'est la méthode d'une preuve par séparation des cas.